Le 13 mai 1999, une équipe d'expédition de l'Everest a débuté son ascension vers le sommet du mont Everest. C'était le jour du sommet, et ils ressentaient tous l'anticipation de ce qui les attendait, malgré une semaine de préparation désastreuse. Le nombre de choses qui avaient mal tourné était absolument stupéfiant. Ce qu'ils ne savaient même pas, c'est que l'un des 13 alpinistes partis ce jour-là serait abandonné sur la montagne. Voici le déroulement fatal de la tragédie de l'Everest en 1999. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut revenir au début de l'expédition. Gravir l'Everest est un défi hors du commun qui nécessite une motivation exceptionnelle pour s'engager dans le processus d'ascension. La décision d'essayer l'ascension se prend des années avant qu'un véritable voyage puisse être planifié. En plus de se préparer physiquement à un effort aussi monumental, l'alpiniste doit trouver et réserver un groupe d'expédition professionnelle pour le guider jusqu'au sommet de la montagne. Une fenêtre météo de 2 semaines attire chaque année des centaines de personnes au camp de base de l'Everest pour atteindre le sommet. Michael Matthews et Jamie Everett étaient des traders travaillant dans le quartier financier londonien. Ces 2 jeunes professionnels étaient pleins de vie et pensaient en tête aux aventures qu'ils pourraient en tenter. Jamie a vu une annonce dans un magazine pour un organisateur d'expédition à l'Everest et savait que Michael avait déjà fait de l'escalade. Il en a informé Michael, qui a aussitôt accepté. Ce moment fatidique d'excitation allait mener à un désespoir absolu. Michael et Jamie avaient choisi le groupe d'expédition OTT pour gérer leur tentative de plusieurs mois d'atteindre le sommet de l'Everest. Les hommes porrants étaient conscients des dangers de l'entreprise, mais elle offrait aussi la possibilité d'atteindre le summum de la réussite personnelle. Cette expédition allait coûter $40 000 à chaque gars, en 1999. C'est un tarif incroyable, mais ce n'était ni le plus élevé ni le plus bas que les alpinistes payaient la même année. La société d'expédition serait chargée d'obtenir les permis, le logement, la nourriture, l'oxygène, l'aide des Sherpas et toutes les nécessités sur la montagne. Considérant l'ampleur de l'ascension de l'Everest, on comprend pourquoi le coût est si élevé. Au-delà des coûts réels et de l'organisation nécessaire, c'est vraiment l'expertise qui est la plus essentielle. Une équipe de guides expérimentés est essentielle. L'ascension de l'Everest présente inévitablement des défis et des problèmes. C'est pourquoi des alpinistes et des guides expérimentés sont essentiels pour une tentative réussie et sécurisée. Les membres de l'équipe Sherpa constituent le pilier central de l'opération. Ces hommes sont physiquement adaptés à l'altitude et comptent en des générations de guides Sherpa dans chaque famille. Ils travaillent incroyablement dur pour établir des camps avancés, transporter de l'oxygène avant l'arrivée des équipes et servir d'escorte aux alpinistes clients payants. Ce sont des experts dans tous les aspects de l'escalade, essentiels pour que la plupart des alpinistes puissent avoir une chance d'atteindre le sommet. Le chef d'expédition est responsable de tous les aspects de l'ascension. En plus de la logistique pour amener l'équipe et le matériel sur place, il doit établir les plans cruciaux concernant le timing pour monter au camp de base, le nombre de rotations d'acclimatation et le moment où la météo est optimale pour l'ascension finale. Tout cela en devant composer avec la douzaine d'autres groupes d'expédition présents simultanément sur la montagne, ce qui n'est pas une mince affaire. Sur cette montagne, chacun risque de mourir d'une chute, d'un écrasement, de l'hypoxie, des tempêtes de neige, du mal aigu des montagnes ou de l'hypothermie. Pourtant, ils ont tous choisi d'être là. Lorsque Michael et Jamie ont entamé leur expédition vers l'Everest, plus de 160 personnes étaient déjà mortes en tentant d'atteindre le sommet. Conscients de la possibilité de la mort, l'arrogance de leur jeunesse les rassurait que cela ne leur arriverait pas. Ils sont donc montés au camp de base avec l'équipe de l'expédition OTT. L'équipe OTT comprenait son chef John Tinker et 3 guides, Nick Kikis, Martin Doyle et Mike Smith. Ils avaient 13 clients dans le groupe et 7 Sherpas pour soutenir l'équipe. Michael et Jamie sont devenus amis avec 2 alpinistes canadiens, le docteur Dennis Brown et Dave Rodney. Tous ont aimé la randonnée de 8 jours au Népal jusqu'au camp de base de l'Everest. Michael était l'âme joviale et dynamique du groupe. Il finissait souvent le premier et apportait une atmosphère joyeuse à l'équipe. Le camp de base se trouvait à 17 700 pieds, ce qui signifiait que le niveau d'oxygène dans l'air était environ la moitié de celui au niveau de la mer. Le premier obstacle majeur de l'Everest, c'est l'oxygène. En montant la montagne, la quantité d'oxygène diminue progressivement jusqu'à un niveau non viable pour la vie. Le pourcentage d'oxygène dans l'air est le même qu'au niveau de la mer, mais la pression atmosphérique diminue de plus en plus à mesure que vous montez la montagne.
L'air se raréfie et chaque respiration fournit moins d'oxygène. Les premières semaines de l'expédition servent à acclimater votre corps à la haute altitude. Le corps s'adapte remarquablement bien à la disponibilité en oxygène. Immédiatement, le corps commence à produire plus de globules rouges pour capter l'oxygène de l'air dans les poumons. Michael et Jamie sont montés et redescendus avec l'équipe pour s'acclimater au niveau d'oxygène réduit et stimuler la production de globules rouges par leur corps afin de compenser le manque d'oxygène. Lors de ces ascensions, Chamey a ressenti des maux de tête et des symptômes grippaux. Il a perdu le contrôle de ses membres, incapable de continuer son ascension. Il a rapidement été déterminé qu'il souffrait du mal des montagnes et que son cerveau enflait. Malgré tous leurs efforts, il était impossible de savoir que le corps de Chamey ne s'adapterait tout simplement pas aux conditions. Les jeunes amis ont été dévastés d'apprendre que Chamey devrait redescendre et qu'il ne gravirait pas l'Everest avec Michael. Les hommes se sont dit au revoir, et Jamie s'est excusé de rater leur grande aventure. Suite au départ de Jamie, Michael s'est lié d'amitié avec les Canadiens, surtout Dave Rodney. Ils ont collaboré durant leur acclimatation et Dave a filmé de nombreux moments avec sa caméra. Ils ont franchi la cascade de glace du Khumbu, l'une des zones les plus périlleuses de l'Everest. Cette région était composée d'énormes blocs de glace en mouvement constant. L'échelle n'est perceptible qu'en voyant les crevasses et les blocs avec des personnes qui les traversent lentement. Les Sherpas installent des échelles pour traverser les crevasses et leur caractère temporaire est évident à chaque pas. De nombreux alpinistes ont perdu la vie en tombant des échelles ou en glissant sur la glace. Traverser cette zone était une partie tendue et mentalement difficile du voyage, car il n'y aurait aucune échappatoire rapide si la glace venait à s'effondrer. Quelques jours après que les hommes se soient installés au camp de base avancé, ou camp 2, ils ont été confrontés à une nouvelle inquiétante. Les bouteilles d'oxygène montées et stockées dans les camps supérieurs pour chaque alpiniste n'étaient pas les bonnes. L'organisateur a minimisé le problème, mais les alpinistes expérimentés comme Dave connaissaient l'importance vitale de l'oxygène pour l'ascension. Tout ce qui réduirait l'efficacité de vos bouteilles serait très risqué. Les détendeurs standards étaient de type à soupape à la demande russe, normalement associés à de plus petites bouteilles d'oxygène russes. Des bouteilles standards américaines et britanniques ont été livrées. Elles étaient un peu plus grandes, ce qui aurait pu être avantageux si les détendeurs s'ajustaient bien. L'équipe de l'OTT a fait preuve d'ingéniosité en adaptant les filettages métalliques par l'image. Nick a démontré la connexion et a affirmé à tous qu'elle fonctionnait parfaitement. La connexion était mal fixée, ce qui pouvait causer des fuites ou bloquer le débit. Selon plusieurs membres de l'équipe OTT, de nombreux réservoirs étaient défectueux, avec des détendeurs aspirant l'air de manière irrégulière et des fuites au niveau des connexions. C'était la dernière chose à laquelle un alpiniste voudrait penser en relevant le plus grand défi de sa vie. Malgré les problèmes d'approvisionnement en oxygène, l'expédition s'est poursuivie. Au cours des jours suivants, ils sont montés du camp 2 au camp 4 en préparation de l'ascension de 12 heures jusqu'au sommet. C'était la première véritable prise de conscience des conditions incroyablement difficiles à 8000 mètres. Les doigts et les orteils semblaient complètement gelés. L'air se raréfiait à chaque pas et l'épuisement était accablant. Le jour même de l'ascension finale, ils ont appris la terrible nouvelle. Ils ne grimperaient pas aujourd'hui. John Tinker, le chef de l'expédition, aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Nick Kikis a dû prendre la relève suite à l'évacuation immédiate de son prédécesseur de la montagne. Nick a commandé à tous ceux du camp 4 de descendre au camp 2. C'était pour la sécurité des alpinistes, pour qu'ils ne restent pas près de la zone de la mort plus que nécessaire. S'ils ne montaient pas, ils devaient redescendre. Malgré la logique apparente, Dave était frustré. C'était sa deuxième tentative à l'Everest, et il n'allait pas laisser Nick Kikis l'arrêter. Michael et Dave furent là les derniers à quitter les camps supérieurs, et une fois arrivés au camp 2, on leur demanda maintenant de redescendre jusqu'au camp de base. Le plan était de se retrouver au camp de base et de remonter en groupe. Cela signifiait traverser la cascade de glace du Khumbu, puis faire demi-tour pour remonter. Alors que les autres alpinistes se reposaient au camp de base, Dave a persuadé Michael de rester au camp 2 pour attendre leur retour. Ils ont évité la cascade de glace et économisé leur énergie en ne descendant pas au camp de base, prévoyant de revenir le lendemain. Nick était maintenant responsable, avec les guides Mike et Martin, pour diriger les groupes. Nick était furieux que les hommes n'avaient pas suivi ses directives. Le groupe principal est resté au camp de base pendant 3 jours.
Le troisième jour, Nick a informé les hommes que les prévisions météo étaient trop mauvaises pour les 5 prochains jours et leur a conseillé d'arrêter d'attendre et de retourner au camp de base. Dave a accepté à contre-cœur que si l'équipe ne revenait pas d'ici au moins 5 jours, il devrait redescendre pour se remettre complètement et patienter. Quand Michael et Dave sont entrés dans le camp de base, ils ont senti que l'ambiance avait changé. Les autres alpinistes étaient agacés qu'ils aient tenté d'éviter le retour au camp de base, les considérant désormais comme des étrangers dans le groupe. Cette division mentale persista durant le reste de l'expédition. Lorsqu'ils sont entrés dans la tente de commandement, Nick a informé les hommes que le temps s'était éclairci et qu'ils repartiraient de lendemain. Dave et Michael étaient abasourdis. Malgré leurs efforts pour l'éviter, ils se retrouvaient dans cette situation. Ils croyaient toutefois que Nick utilisait la météo comme faux prétexte pour les faire redescendre. Après une journée d'escalade éreintante, ils n'auraient pas droit aux 4 jours de repos au camp de base comme les autres grimpeurs. Il semblait que Nick les punissait pour leur forte volonté et leur désir d'éviter la cascade de glace du Khumbu à tout prix. Malgré le conflit, le lendemain, l'équipe était repartie vers le camp 2 et s'est préparée pour les 3 jours précédant l'ascension du sommet. Michael et Dave étaient un peu lents et le reste du groupe l'a remarqué. Ils sont rentrés au camp en dernier ce jour-là. Arrivé au camp 2, Dave vérifiait la compatibilité de son détendeur avec les bouteilles d'oxygène. Il l'a raccordé à une bouteille, sans effet. Il l'a revissé et réessayé, sans succès. Il a essayé un deuxième cylindre, mais toujours pas d'air. Avec l'aide d'un Sherpa, il a trié les bouteilles et trouvé celles compatibles avec son détendeur. Ils ont pris un marqueur et ont inscrit son nom dessus pour la réserver pour le jour du sommet. Nick Kikis a vu cela et a couru vers eux avec une bouteille soulevée au-dessus de sa tête. Il y a eu des cris sauvages et tout le camp a été témoin de Nick poursuivant Dave et essayant de le frapper avec la bouteille. C'était un spectacle troublant. Nick sentait que Dave remettait en question son autorité, ce qui le contrariait. Dave était épuisé émotionnellement et s'est retiré dans sa tente. Après avoir pleuré, lui et Michael se sont ressaisis et se sont préparés pour le plus grand jour de leur vie. Rien n'allait les empêcher d'atteindre le sommet du mont Everest, pas même un effondrement total du soutien de leur équipe de trekking. À 22h le 12 mai, ils étaient assis dans leur tente au camp, réchauffant de la soupe et essayant de se reposer avant l'ascension de 12h jusqu'au sommet. Comment tu te sens, mon pote ? Je me sens très bien. J'avais une légère toux à cause de l'air sec, mais je suis sûr que la soupe de Dave arrangera tout. Cette journée devait être une ascension complète de 20 heures pour atteindre le sommet, puis redescendre jusqu'à leur abri ici au camp. Les hommes étaient optimistes quant à l'ascension, mais il y avait une certaine tension sous-jacente. Michael avait perdu une partie de son entrain initial, fatigué par ces longues semaines difficiles. À ce stade de l'ascension, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est avancer pas à pas et essayer d'atteindre le sommet. À cette altitude, les facteurs défavorables étaient accablants. Au sommet, il faisait 40 degrés sec, et la pression atmosphérique réduisait l'oxygène disponible à moins d'un tiers de celle au niveau de la mer. La nourriture n'est pas bien digérée ni absorbée à cette altitude, donc manger n'améliore pas la disponibilité d'énergie. Chaque pas devient une corvée physique interminable. C'est comme monter un escalier pendant 12 heures d'affilée. La torture physique et mentale est inimaginable. Malgré cela, l'équipe a baissé la tête et a lentement progressé du camp 4 jusqu'à l'arête Hillary pendant les 8 heures suivantes. Vers 10 heures, le groupe principal a entamé l'ascension d'une paroi rocheuse abrupte de 12 mètres. L'équipe était dispersée sur la montagne en raison des différences de niveau, mais on a remarqué que Michael avait pris beaucoup de retard. Michael n'a atteint la Hillary Step qu'à 14 heures cet après-midi-là. Dave descendait du sommet lorsqu'ils se sont croisés à la Hillary Step. Après un bref moment d'encouragement, Dave a poursuivi sa descente de la montagne avec son guide et ses Sherpas. Michael était épuisé et avait eu des soucis avec sa bouteille d'oxygène. Cela l'a retardé au balcon pendant un moment, le mettant en retard sur son horaire habituel pour atteindre le sommet. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas en train de redescendre avant midi, vous traverserez un terrain dangereux après la tombée de la nuit. À 14 heures, Michael avait encore une escalade ardue à faire. Le chef Sherpa de l'équipe de Dave a dit à Michael de faire demi-tour maintenant, sinon il ne reviendrait pas vivant. Malgré son épuisement dû au manque de repos, à l'escalade ardue et à la raréfaction de l'oxygène, la confiance juvénile de Michael nourrissait sa fièvre du sommet, à quelques centaines de pieds de son but. Son guide Mike Smith a accepté de l'emmener au sommet et de redescendre rapidement.
L'ascension des 12 mètres verticaux du Hillary Step sur la paroi rocheuse était extrêmement ardue. Après près de 2 heures de lutte, Michael Matthews, 22 ans, est devenu le plus jeune Britannique à atteindre le sommet de l'Everest. Les photos montrent un Michael joyeux, mais clairement épuisé par l'ascension de 16 heures jusqu'à ce point. Atteindre le sommet de l'Everest peut sembler être l'accomplissement ultime, mais ce n'est en fait que la moitié du défi. La descente est plus ardue, l'adrénaline du sommet s'estompant. Tout alpiniste serait épuisé après une ascension de 10 à 15 heures. Les réserves d'oxygène s'amenuisent, et il est crucial de quitter rapidement la zone de la mort pour survivre. Mike Smith connaissait la dévastation de l'Everest, mais les deux hommes ignoraient ce qui les attendait. Il était clair qu'ils allaient affronter le plus grand danger de l'Everest, une tempête de neige blanche. Quand les premières rafales ont commencé à fouetter le sentier, il était clair que cette tempête apportait un danger immense. Désormais, ils lutteraient contre leur corps défaillant à chaque pas, repoussés par des rafales de vent à 100 miles à l'heure et la neige. Michael pouvait à peine voir à quelques mètres devant lui, alors qu'il luttait contre les vents de force ouragan. Il faisait moins 40 degrés et son corps commençait à s'arrêter. Épuisé par la lutte pour l'oxygène, il lui restait encore des heures de descente devant lui. La neige s'accumulait sur le sentier, chaque pas enfonçant ses bottes dans la neige glacée. Il n'avait pas vu Mike Smith depuis longtemps et n'arrivait pas à trouver la direction du sentier. Il était dans une zone où quelques pas dans n'importe quelle direction pouvaient le marier. Pouvait le faire chuter de 300 mètres du bord de la montagne. Michael ne pouvait pas simplement s'arrêter et attendre que Mike vienne le retrouver. C'est une mort certaine sur l'Everest. Il devait poursuivre la descente pour espérer survivre. Il s'est retrouvé abandonné sur la montagne en pleine tempête. Un jeune alpiniste comme Michael manquerait d'expérience pour savoir précisément quoi faire. Michael descendait à tâtons dans le brouillard et a commis l'erreur fatale en traversant la corniche. Un simple déséquilibre ou un pied mal placé peut envoyer un alpiniste dévaler 1000 mètres dans l'abîme. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ces quelques heures. Mike Smith affirme être passé devant Michael pour déterrer des cordes ensevelies par la tempête. La capacité de bouger, de voir et d'entendre était complètement altérée et ils étaient chacun à l'article de la mort. Mike dit avoir perdu Michael de vue à un moment et avoir continué à descendre jusqu'au balcon. C'était complètement contraire au rôle d'un guide pendant la descente. Il connaissait probablement l'état de Michael, donc s'éloigner de plus d'1 mètre aurait été très risqué. Là, il attendit pour voir si Michael allait trébucher sur le sentier. Après un certain temps, Mike ne pouvait plus rester dans la zone de la mort, alors il s'est redescendu jusqu'au camp 4. Il n'a plus revu Michael. L'équipe a attendu en vain un miracle, espérant que Michael redescende, mais cela n'est jamais arrivé. La tempête et la fatigue les ont empêchés de chercher Michael à la tombée de la nuit le 13 mai. Mike Smith a perdu un orteil dû aux engelures après avoir survécu à la tempête. L'expédition OTT, déjà peu organisée, a perdu davantage le contrôle suite à la disparition de John Tinker. Le point culminant de l'ascension de Michael fut sa rencontre avec le groupe de Dave pendant la descente. Le Sherpa a tenté de leur faire réaliser qu'ils ne survivraient pas à la descente, malgré leur état fébrile dû à l'altitude. La fenêtre pour atteindre le sommet était déjà dépassée. Il restait encore au moins 2 heures d'ascension pour y arriver. Le chef d'expédition surveillerait normalement la position de chaque personne sur la montagne et vérifierait leur état. John Tinker aurait dit à Mike Smith de faire demi-tour et de redescendre avec le groupe de Dave. C'était l'erreur ultime. Le fait que les bouteilles d'oxygène étaient un peu fiables, que Michael ralentissait à cause de l'épuisement de l'ascension et qu'une tempête aveuglante est arrivée n'a fait qu'aggraver cette erreur. Malgré des recherches intensives, Michael n'a jamais été retrouvé. Quelques jours après l'incident, un piolet a été aperçu hors du parcours près d'une corniche, et on pense que Michael est tombé vers sa mort. Par la suite, la famille de Michael Matthews a intenté une action en justice contre le groupe d'expédition OTT et les guides qui l'avaient accompagné lors de l'ascension et de la descente du mont Everest. Les tribunaux ont innocenté les guides, invoquant que les dangers de l'Everest sont connus des alpinistes et qu'aucun acte criminel n'a été commis.